de la chute à l'ours à Normandin avait lieu. La foule était nombreuse et ravie d'inaugurer la saison estivale en ce lieu de tranquillité où le décor est exceptionnel. La garde paroissiale de Normandin ainsi que celle de Dolbeau faisaient les frais de la musique pour les parades. De nombreuses personnalités politiques, culturelles et journalistiques étaient représentées. On sait que le nouveau programme publicitaire pour le tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean inclut la visite à la chute à l'ours. Ça promet donc de devenir un haut lieu de camping et récréation dont Normandin pourra être fier. Un grave accident s'est produit vers les 3 heures dimanche matin sur la route du rang nord de Normandin en direction de Saint-Edmond. L'on déplore 2 pertes de vie et 3 blessés. Les 2 victimes sont M. Claude Bouchard, fils de M. Jean-Baptiste Bouchard de Saint-Edmond-les-Plaines, ainsi que M. Yvon Bernard, fils de M. Arthur Bernard de Saint-Edmond. Les 3 autres blessés sont dans un état critique à l'hôpital. L'accident s'est produit lorsque l'automobile d'Hudson, qui se dirigeait vers Saint-Edmond, laissa la route dans une courbe et traversa la rivière Tiquapé pour aller donner sur la rive opposée. Un gazorama, organisé par la Jeune Chambre de Normandin avait lieu samedi dernier. Le poste Normandin BP Service a donc reçu près de 300 automobilistes et par la remise des cadeaux, prix et bonbons, le succès a été complet. C'est une initiative heureuse de la Chambre de commerce de Normandin. Et maintenant, en ce qui concerne le rallye Tiers-Monde, les recettes recueillies à date se chiffrent à 6 500 $. Le secrétaire trésorier, M. Marcel Dion, invite tous les retardataires à remettre au plus tôt leur argent acquis de droit. Notez bien que 40% du montant recueilli ira aux sinistrés de Saint-Jean-Vianney. C'est mercredi, le 9 juin à 8 h, qu'aura lieu au pavillon de l'école Sainte-Marie la dernière réunion de l'année des dames membres de la FEAS. À cette occasion, il y aura élection au bureau de direction, prix de présence, invitation à toutes. Il y aura cours de port d'armes de sécurité les 7 et 8 juin, je dis bien, à la salle d'accueil. Il y aura aussi Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de Normandin, mercredi le 16 juin 1971, au cinéma Le Foyer de Normandin. Le programme se compose en un rapport de l'opération financière de l'année, ainsi que la modification au règlement de l'article numéro 4 relativement au changement de fin d'année sociale. 100 $ en prix de présence, les épouses sont invitées avec leur mari. Voici la nouvelle programmation que le Canal 4 vous propose pour la saison estivale. Les lundis, mercredis et vendredis, il y aura Carrousel de 11h30 à 2h. Cette émission a pour but de rendre à la ménagère le service d'une présence constante, tant par les petites annonces qu'elle passe gratuitement sur les ondes, tant par le dialogue ouvert à toutes sur des sujets d'actualité qu'elle est à organiser, ainsi que de la musique douce et entraînante. Ces mêmes jours, mais à 6h p.m., vous pourrez voir l'émission hebdomadaire rediffusée pour permettre à tous d'être atteints. Elle comprend notre bulletin de nouvelles, coup d'œil sur la semaine et d'autres sujets courts d'un très grand intérêt. Après cette retransmission, on fera en direct plusieurs émissions en continuité, telles l'éducation à l'élémentaire, où des problèmes actuels d'éducation sont abordés, ainsi que ceux dont on peut déjà prévoir les conséquences dans un avenir approché. Divers regroupements sociaux viendront aussi vous entretenir. Ainsi, presque toutes les personnalités de notre secteur pourront s'exprimer ouvertement, rejoindre leurs membres ou fournir à la population un bref aperçu de leurs activités et objectifs. Il est à souligner que le poste est ouvert à tous et que nous vous attendons. Eh bien, mesdames, messieurs, nous venons de vous présenter les plus récentes informations et maintenant nous passons aux ventes. Aux petites annonces. On offre à vendre une balançoire. Il s'agit de téléphoner à 274 54 64. 274 54 64. À vendre, ferme de 300 acres, maison, grange et garage. On s'adresse à 275 08 22. On offre à vendre des saules arctiques. Il s'agit de téléphoner à 274 27 28. Il s'agit des saules arctiques pour faire des haies de 1,5 pied à 2 pieds. Une jeune fille offre ses services comme aide familiale 274 31 40. Achat, un pétrin de... Il s'agit d'un pétrin nécessairement. Il s'agit de téléphoner à 274 51 25. 274 51 25. On recherche un loyer de 4 à 5 pièces. On s'adresse à 274 29 39.
On offre à vendre un terrain de 135 par 125 situé sur la rue La Liberté. Il s'agit de téléphoner à 274-5715. 274-5715. Une personne désirait acheter un cadre ovale en métal ou en bois ainsi qu'un rouet canadien. Prière de s'adresser à 274-2843. L'on offre à vendre des poids et haltères. Il s'agit de téléphoner à 274-5554. Poids et haltères à 274-5554. Une dame offre à vendre les articles suivants pour bébé: lit, parc, chaise haute et marchette. On peut communiquer avec cette dame à 274-3734. On offre à louer appartement de 4 à 5 pièces, soit de téléphoner à 274-3114. 274-3114. C'est tout pour nos petites annonces pour cette semaine. Nous nous excusons de ne pas avoir d'offres et demandes d'emploi. Le courrier ne s'étant pas rendu à temps pour l'enregistrement. Eh bien, revenez-nous la semaine prochaine, au même poste, pour les plus récentes informations. Dans quelques instants, la 4e émission de la série sur la situation scolaire à l'élémentaire et les regroupements. Restez à l'écoute. Restez des nôtres et d'ici là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Nous voici rendus à la 3e émission de notre série sur les affaires scolaires. La semaine dernière, nos invités nous ont entretenu du Bill 27 et nous ont expliqué le contenu de ce projet de loi et nous ont fait voir les différences qui existaient entre ce projet et le système actuel. Ce soir, nous avons invité des personnes qui ont étudié ce Bill 27 et qui en ont discuté. Alors, elles sont en mesure de nous faire ressortir les avantages et les inconvénients de ce bill. Le but de cette émission est de permettre à vous, téléspectateurs, de vous faire une opinion bien précise sur ce projet. Alors, je demanderai à nos invités de bien vouloir se présenter en nous donnant leurs fonctions, s'il vous plaît, madame. Réal Bernard, présidente de la Voie des parents d'Albanel. Marcel Gobeil, commissaire entre secteur Gévonville-Albanel. Raymond Dion, commissaire à Normandin. Monique Poirier, représentante de la FEAS d'Albanel. Henri Landreville, commissaire à la commission scolaire et compagnie Normandin. Cécilien Bernier, président de l'Association des parents normandins. Paul-Eugène Simard, commissaire, commission scolaire de Normandin, pour Albanel. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aborder immédiatement la question primordiale du Bill 27. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de fusion de notre commission scolaire avec une autre commission? Est-ce qu'on pourra avoir une opinion à ce sujet? Bien, qu'est-ce qu'on pense? Nous avons pensé, la première des choses, on a fait une étude du regroupement, du nouveau projet de regroupement qu'il y a, et nous en sommes venus à la conclusion de rester dans le même regroupement que nous avons actuellement. Parce que vous croyez que l'étendue du territoire serait trop... Est-ce que c'est une des raisons, peut-être? Bien sûr que la première raison, c'est parce que nous n'avons pas encore fini de travailler à l'intérieur du regroupement déjà que nous avons fait. Et nous aimons mieux attendre des développements futurs avant de se prononcer sur un autre regroupement plus vaste. Parce qu'avec le nouveau regroupement, nous serions fusionnés avec le secteur de Normandin qui s'étend de Saint-Prime. Et nous allons jusqu'à Girardville, je crois. C'est bien ça. Maintenant, quelle est la possibilité, vous êtes contre certaines modalités du bill, mais quelle est la possibilité pratique de demeurer comme telle, de demeurer comme existe le regroupement actuel du secteur normandin? Quelles sont les possibilités de continuité d'existence de ce regroupement face au bill 27?
Est-ce que vous pouvez répondre? Bien, c'est ce qu'on demande de rester tel qu'on est regroupé dans le moment. On a fait des pressions, on a des demandes de rendu du côté de l'Association des commissions scolaires, puis du côté de la Fédération des commissions scolaires aussi, qui donne notre goût de regroupement comme on l'avait préconisé auparavant. Maintenant, disons que je croirais qu'on va finir par gagner notre point. Enfin, quels sont les critères du bill qui est en première lecture, qui refuse, par exemple, le regroupement actuel du secteur normandin? Quel est le principal critère pour le fusionner à celui de Saint-Félicien? Je crois que l'intention du ministère, c'est de former des commissions scolaires plus fortes et pour donner ce qu'ils appellent des services meilleurs. Mais disons que pour le regroupement que nous avons, et ce à quoi nous tenons le plus, c'est que le secteur actuel qui est en opération est un secteur homogène qui comprend une grande majorité d'agriculteurs et d'une classe agricole. Alors c'est justement pour ça qu'on veut rester ensemble, on n'en veut pas aux villes, mais on veut rester en secteur agricole et on veut gérer par nous autres mêmes. Maintenant, dans le Bill 27, on ne prévoit pas aussi organiser, parce qu'on sait qu'on veut minimiser, on veut diminuer les 1100 commissions scolaires existantes en 168, c'est bien ça? 168. Alors, je crois aussi qu'on veut faire des groupements plus nombreux, comme vous avez dit, c'est-à-dire des groupements de 3000 élèves et plus. Maintenant, quelles sont les chances du regroupement du secteur normandin pour les années futures quant au nombre d'élèves? Bien, les chances, c'est assez difficile à dire. D'ailleurs, la commission scolaire s'est prononcée contre le nouveau regroupement, contre une modalité du Bill 27 qui préconise qu'on se réunisse avec Saint-Félicien, un autre secteur. Ça, on est contre au départ. Mais le principal critère, ce n'est pas parce que le secteur de Normandin, comme l'an prochain, par exemple, si on suit disons que la diminution du nombre d'élèves qui est progressive par année, la diminution, c'est-à-dire par année, on sait que l'an prochain, le nombre va baisser en bas de 2000 élèves. Alors, vous n'êtes plus dans les normes gouvernementales à ce moment-là. Disons qu'on n'est pas les seuls à être plus élèves dans les normes, parce que dans le regroupement préconisé par le Bill 27, il y a certainement 63 commissions scolaires sur 168 qui n'auront pas le chiffre de 2000 élèves. Moi, j'aimerais avoir votre opinion au point de vue administratif. Dans le Bill 27, on préconise une grosse administration, si on peut l'appeler ainsi. Pensez-vous qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas une répartition des tâches qui serait appréciable, je pense, au point de vue administrateur du budget, directeur du personnel, directeur de la pédagogie? Est-ce que les tâches seraient mieux réparties à ce moment-là? Nous disons qu'ils pourraient être mieux répartis suivant les normes du ministère. Parce que, à mesure que vous avez, supposons, au-dessus de 2000 élèves ou 3000 élèves, vous avez un tel montant admissible. Aux représentants de l'Association des parents de la FEAS, on parle de conseil d'école et de comité consultatif. D'abord, on sait que le comité consultatif, tel que proposé par le Bill 27, va être formé par le président de chaque conseil d'école, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est avantageux, ça, cette proposition du Bill 27, quant au comité consultatif? Moi, je crois que c'est très avantageux pour faire le lien, pour rapprocher les parents des écoles, de la direction des écoles, parce qu'il y aura dans le conseil d'école un directeur. Et puis, on a fait certaines tentatives il y a quelque temps, des ateliers, ce qu'on appelait des ateliers pédagogiques. Ça a fonctionné plus ou moins. Les parents n'étaient pas préparés à ça probablement. Les directeurs, peut-être, craignaient de se faire conduire par les parents. Par contre, certains parents n'osaient pas approcher. Mais je pense qu'avec le comité consultatif, si les parents veulent agir, parce qu'ils sont déjà préparés par nos associations,
Il y a déjà plusieurs parents qui répondent très bien. Avantage selon vous. Je vois. Très bien. Parce que je peux rajouter quelque chose. Dans le bill, il est exactement précisé que chaque école aura son conseil d'école avec des représentants de parents et le président de ce conseil d'école fera partie du comité consultatif. Exactement. Voilà. Il y aura autant de conseils d'école qu'il y aura d'écoles. Hein? Autant de conseils d'école qu'il y aura d'école. C'est Ouais. ça. Voilà. Maintenant, on parle aussi, on sait que le secteur normandin est représenté par 7 commissaires à l'heure actuelle. C'est bien ça? Par les normes du Bill 27. Cette représentation, je crois, se verra augmenter à 9 commissaires, n'est-ce pas? C'est bien ça? Alors, y voyez-vous un avantage dans cette augmentation de représentativité? Et s'il y a avantage, ce serait que les 9 commissaires d'école fassent partie de l'exécutif. S'il y a seulement 5 commissaires d'école qui font partie de... Sur la semaine, Nous revenons avec une liste d'activités qui se sont produites la semaine dernière et celles qui s'annoncent pour la semaine à venir. un incendie de forêt fait rage présentement sur les limites de la compagnie Murdoch Lumber à 35 000 au nord de Gérardville. Le feu a été localisé vendredi après-midi et faisait rage dans les environs du lac Ron. L'élément destructeur a pris une envergure assez inquiétante et c'est pourquoi l'on a fait appel aux avions citernes CL-125 et les avions Canso. Le lac Ron étant à proximité de l'incendie, ceci n'a fait qu'aider à combattre la rage des flammes. Le ministère des Terres et Forêts demande une très grande prudence et ont donné que, je répète, étant donné que l'indice d'inflammabilité est très élevé. Par ailleurs, la circulation dans ce milieu a été fermée au public et les employés de la compagnie forestière qui travaillaient à cet endroit ont été forcés d'aider à combattre l'incendie. Lors d'une réunion qui s'est tenue mercredi dernier, la FEAS de Normandin s'est donné un nouvel exécutif pour l'année à venir. Madame Renée Tremblay a été réélue à la présidence. Madame Fernand Pinchot, vice-présidente. Madame Lucienne Nadeau, secrétaire. Mesdames Arthur Mathieu, Antonio Bussière, Raoul Milo et Clément Vallée comme directrices. Il reste à faire la nomination d'une directrice afin de compléter le bureau de direction et cela donnera lieu à une dernière réunion de l'année puisque la FEAS entrera par la suite en vacances jusqu'en septembre prochain. 5 sirènes participent à l'élection de la reine de la 17e traversée du lac Saint-Jean. Ce sont André Ouellette d'Alma, Solange Larouche de Normandin, Pauline Goulet de Péribonca, Marie-Rose Raphaël de Pointe-Bleue et Joanne Taillon de Robertval. Le concours se poursuit jusqu'au 31 juillet, jour du couronnement de l'une de ces charmantes demoiselles. On sait que Mlle Larouche est présentée sous l'égide de la Jeune Chambre de commerce de Normandin, au sein duquel un comité présidé par M. Germain Mailloux de Normandin avait à s'occuper de cette activité. Bonne chance à la première normandienne comme candidate à cette activité régionale. Les Sœurs du Bon Conseil de Normandin désirent lancer l'invitation suivante à toutes les anciennes élèves, amis ou bienfaiteurs et bienfaitrices. Le 13 juin, de 2h à 5h, dans un local de l'école Sainte-Marie, les Sœurs du Bon Conseil auront l'honneur de recevoir un groupe de religieuses ayant œuvré à Normandin il y a 25 ans, soit en 1946. Il s'agit de Sœur Sainte-Hélène, ex-directrice, qui célèbre ses noces de diamant de vie religieuse, soit 60 ans. Sœur Marie de Saint-Alfred, Sœur Madeleine de la Croix, Sœur Agnès de Jésus, Sœur Marie-Odile, Sœur Georges-Marie, Sœur Sainte-Claude, qui célèbre ses noces d'argent de vie religieuse, soit 25 ans. L'invitation est lancée pour ces retrouvailles le 13 juin de 2h à 5h de l'après-midi à l'école Sainte-Marie. Avec le retour de la belle saison, le sport tente à reprendre ses activités. Une équipe de baseball s'est organisée et les affrontements se sont cédulés comme suit. Lundi soir, la Jeune Chambre rencontre l'Hôtel Central. Mardi, l'Hôtel Central rencontre l'équipe de préparation de bois. Et mercredi, la préparation de bois visite la Jeune Chambre. M. Maurice Maltais en assure la présidence de ces ligues
tandis que M. Paul Dion en est le secrétaire. Nous aurons possiblement à partir de la semaine prochaine les résultats que nous insérerons dans les nouvelles du sport. La Dame fermière de Normandin organise une exposition locale pour les 18, 19 et 20 juin au local des métiers à l'école Sainte-Marie de Normandin. Toutes les fermières sont invitées à exposer leurs pièces pour 9 h vendredi matin. La population est cordialement invitée à venir admirer les œuvres d'une très grande qualité qui seront exposées. Les prix de présence seront remis aux lauréates après la messe du 20 juin. Et maintenant, nous passons aux offres et demandes d'emploi. On demande un jeune homme dynamique ayant de l'expérience du public, possédant une automobile, intéressé dans la vente de publicité, salaire de base et commission. On demande aussi un rembourreur pour travailler dans notre secteur. Une aide familiale pour travail à Milo. Un mécanicien diesel classe A ou B pour faire de la réparation et de l'entretien de la machinerie lourde. L'emploi est situé au Chute Churchill et le candidat travaillera 60 heures par semaine à 4,03 l'heure. Dans le cadre de la campagne de dépistage d'emploi d'été pour les étudiants, le Centre de main-d'œuvre du Canada attire votre attention sur le message suivant. Les étudiants sont les bâtisseurs de demain. Apprenez-leur à travailler, donnez-leur un emploi pour l'été. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre Centre de main-d'œuvre du Canada à 501 rue des Érables, à Dolbeau, au téléphone 276-0633. Voici maintenant nos petites annonces. On offre à vendre une balançoire. Il s'agit de téléphoner à 274-54-64. On offre à vendre également une ferme de 300 acres, maison, grange et garage. On peut s'adresser à 275-0822. On offre à vendre des saules arctiques pour faire des haies de 1,5 pied à 2 pieds de hauteur. Il s'agit de téléphoner à 274-27-28. 274-27-28. Une jeune fille offre ses services comme aide familiale. 274-31-40. On demande d'acheter un pétrin à 274-55-25. 274-51-25, je dis bien. On recherche un loyer de 4 à 5 pièces situé à Normandin. 274-29-39. On offre à vendre un terrain de 125 par 135 sur la rue de la Liberté à Normandin. Il s'agit de téléphoner à 274-57-15. Une demoiselle collectionneuse recherche un cadre ovale en métal ou en bois ainsi qu'un rouet canadien. Prière de communiquer à 274-28-43. L'on offre à vendre poids et haltères à 279-55-54. 279-55-54. On offre à vendre les articles suivants pour bébé, soit lit, parc, chaise haute et marchette. On peut rejoindre la dame qui dispose de ces articles à 274-37-34. À louer un loyer de 4 à 5 appartements au téléphone 274-31-14. Une jeune fille offre ses services comme aide familiale. On peut la rejoindre à 274-37-34. Pour de plus amples renseignements, veuillez syntoniser le poste, le canal 4 et prenez le carrousel où tout est offert. Il s'agit de l'écouter je crois que c'est le lundi, mercredi. Lundi, mercredi et vendredi, et le de vendredi. 11h30 à 2h. Eh bien, mesdames, messieurs, au nom de Marie-Marthe Frigon, Et de Ghislain Deschênes. à la semaine prochaine. Nous rencontrons aujourd'hui Reville-à-Lancette, inspecteur des terres et forêts au poste Vervet. Nous allons essayer ensemble de connaître les structures du ministère des Terres et Forêts, tant provincial qu'à l'intérieur d'un district.
nous nous intéresserons davantage au service de la protection des forêts. Par la suite, nous reviendrons peut-être avec d'autres émissions qui détailleront d'autres aspects du travail accompli à l'intérieur d'une division. Salut Roger. Bonjour. Au départ, voudrais-tu peut-être nous montrer où en est la structure du ministère des Terres et Forêts au niveau provincial? Avec plaisir. D'autant plus que j'ai mis passablement de temps à construire cet organigramme-là. Disons que, au départ, il y a le ministre, et relevant directement du ministre, il y a l'Office de récupération des bois du Québec, plus communément appelé Rexfort. Il y a la Commission de géographie et le Comité de coordination et d'administration. Ces trois bureaux-là relèvent directement du ministre. Immédiatement après le ministre, il y a le sous-ministre et les sous-ministres adjoints. Relevant directement du sous-ministre, il y a les bureaux auxiliaires. Là-dedans, il y a le bureau du personnel, enfin 7 ou 8 bureaux qui ne relèvent pas des directions générales. Relevant toujours du sous-ministre et dans un ordre parallèle, vous avez 5 directions générales qui sont la planification, le domaine territorial, les divisions territoriales, bois et forêts, et enfin la direction générale de la conservation. Conservation, c'est à l'intérieur de la conservation qui est la protection des forêts. C'est ça. Le service de la protection fait partie de la division, de la direction générale de la conservation. Une question peut-être bête. Le ministre des Terres et Forêts, c'est qui ça? Le ministre des Terres et Forêts est M. Kevin Drummond. Au niveau au provincial? C'est ça. Au fédéral, est-ce qu'il y en a un? Oui, au fédéral, il y a un ministre des Forêts. C'est pas les Terres et Forêts. Il y a le ministre des Forêts et du Développement du Grand Nord, je pense. À tout événement, celui-là, je ne sais pas lequel que c'est. Mais à l'intérieur d'un district, est-ce qu'on retrouve à peu près la même structure, le même organigramme? Oui, on retrouve aussi un organigramme à l'intérieur d'un district. Mais disons que le district, les districts se rattachent aux divisions territoriales. Que ce soit district ou division territoriale, c'est la même chose. Alors, vous avez ici une division territoriale, en l'occurrence celle de Roberval. Vous avez d'abord le chef de district, qui est Yvon Martin, ingénieur forestier. Vous avez les ingénieurs assistants de M. Martin, il y en a 2. Il y a M. Giguère et M. Caron. Relevant de ces ingénieurs-là, il y a le service des terres, dont le responsable est M. Jerry Verreau. Relevant directement du chef de district, il y a la comptabilité. C'est-à-dire que tout ce qui touche au budget, aux achats, relève du bureau de la comptabilité. Maintenant, on en arrive à 3 grandes directions dans le district. Les exploitations, dont le responsable est M. Paul-Émile Audette, le mesurage, le responsable est M. Odilon Castonguay, et la conservation, le responsable étant M. Jean-Roch Doucette. On en arrive au niveau des directions qui, elles, doivent faire affaire avec chacune des divisions qu'on a vues, y compris le service des terres. Mais à l'intérieur, tous ces bureaux-là, les bureaux du district sont où? Sont à Roberval? Le bureau du district de Roberval est à Roberval. C'est-à-dire tout ce qui touche exploitation, mesurage, conservation? Oui, tout est centralisé dans un bureau à Roberval. À l'intérieur de ce district-là, les divisions, ils sont au nombre de combien dans le district de Roberval? Nous avons dans le district de Roberval 5 divisions. La division 1, comprenant la partie sud-ouest de Roberval, dont le responsable, l'inspecteur de division, est M. Claude Allard. Nous avons la division 2, qui comprend surtout le terrain à partir de Saint-Félicien en montant sur le chemin de Chibougamau. Le responsable de cette division est M. Laurence Mayotte.
La division 3, qui est le secteur de Normandin, est administrée par M. Félix Mailloux. La division 5, dans le secteur de Mistassini, le responsable est M. Lucien Bouchard. Et vous avez la division Gervais, dont je suis le responsable. À l'intérieur d'une division comme ça, il se fait bien des choses ici. Comme travail, il se fait toutes sortes d'affaires. Si on en vient précisément à la question qui nous intéresse, la protection des forêts, le ministère des Terres et Forêts, c'est pas le seul organisme à faire la protection des forêts, que je sache. Non. Dans la province de Québec, le ministère des Terres et Forêts est un des organismes qui s'occupe de la protection des forêts. Il y a également les associations de protection des forêts qui sont au nombre de 6. Dans le district, ça? Non, pas nécessairement dans le district. Je parle surtout au niveau de la province. Parce que dans le district, il y a, je pense, 2 associations et un propriétaire, une compagnie qui s'occupe elle-même de faire sa protection. Mais au niveau de la province, il y a 6 associations. Il y a aussi les compagnies qui ont beaucoup de terrain, 2000 acres et plus, en fait, les propriétaires terriens de 2000 acres et plus, qui, elles, peuvent, si elles le veulent, assumer elles-mêmes leur protection des forêts. Également, il y a des municipalités ayant des terres, des forêts municipales qui peuvent, toujours dans le cadre du système de protection de la province, par exemple, qui peuvent administrer et puis régir leur propre protection des forêts. À l'intérieur de la division, est-ce qu'il y en a des grands propriétaires terriens de 2 milliards de plus? De la division, non, mais du district, oui. Il y a la compagnie Domtar Limitée qui est, je pense, un des plus beaux exemples là-dedans parce que le total de ces concessions forestières, je ne sais pas comment ça peut représenter de 1000 carrés, mais Domtar assume elle-même sa propre protection. Elle a son organisation de protection. Aussi, il y a la compagnie Presse qui, elle, fait sa propre protection. Du côté de Chibougamau, c'est-à-dire sur le chemin de Chibougamau, dans la division 2, on retrouve là une association de protection, l'Association de protection des forêts laurentiennes. Mm-hmm. Mais est-ce que ces organismes-là ou ces propriétaires terriens ont affaire avec vous au point de vue juridique, par exemple, au point de vue juridictionnel, tu entends? Affaire avec moi, non. Mais affaire avec le ministère, oui. Elles sont tenues, de par la loi, de préparer un plan d'organisation qui doit être approuvé par le ministère, par le service de la protection du ministère. Elles ont aussi à défrayer en totalité les frais de prévention et de détection des feux de forêt, mais elles ont, lorsqu'il s'agit de frais d'extinction, elles défraient 50% du coût de cette extinction-là, l'autre 50% étant assumé par le ministère des Terres et Forêts. Ça, ça se passe en un an, ça? C'est des conventions annuelles, ça? Non, disons que la loi peut changer d'une année à l'autre, mais présentement même, on a un exemple de nouvelle orientation de la protection des forêts. Il y a sur la côte gaspésienne, présentement, une régionale de protection. La régie est une compagnie qui est formée, qui est indépendante, et puis qui va s'occuper de la protection pour toute la Gaspésie, toute la péninsule gaspésienne. Une régionale de protection, en fait. Mm-hmm. Si on revient, en fait, au poste Vervin, là, moi, quand je suis arrivé par ici, on me parlait de la barrière Vervin. Puis quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de barrière. Disons qu'on dit encore barrière, mais la barrière Gervais n'existe plus depuis 4 ans. Autrefois, avant d'avoir accès à la forêt, il fallait arrêter à la barrière, se faire s'enregistrer, recevoir un papier qu'on appelait le permis de circulation en forêt. Maintenant, en 67 ou en 68, je crois que c'est en 67, on a décidé de laisser tomber le permis de circulation
Les barrières, par le fait même, avaient plus leur raison d'être. Et puis, on s'en est tenu simplement à un poste de renseignement. Et on se contente de renseigner le public et aussi de l'encourager, dès que l'occasion nous est fournie, à sauvegarder nos forêts. Est-ce que vous avez plus à vous plaindre de feux de forêt depuis que la barrière est enlevée? Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a un facteur à considérer, c'est que la protection des forêts, ça implique deux choses. D'abord, premièrement, il y a les causes des feux de forêt, et puis il y a les agents découvreurs de feux de forêt. Et la cause la plus fréquente des feux de forêt, c'est l'homme, et l'agent découvreur de feux de forêt qu'on retrouve le plus souvent, c'est encore l'homme. Alors, l'un et l'autre se balancent. Dépendant des saisons, en 69, par exemple, en 70, par exemple, la température ne se prêtait pas tellement à la villégiature en forêt. Alors, à ce moment-là, on n'a pas eu à déplorer beaucoup de feux de forêt. Mais une année que c'est dangereux, on va en avoir plus, mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a plus de barrière. C'est pas une barrière qui empêche les feux de forêt. On disait, quand il y avait de barrière, on disait que le travailleur de l'inspecteur, comme ça, c'était de guetter la barrière. Aujourd'hui, c'est quoi le travailleur le travail d'un inspecteur? Le travail d'un inspecteur n'a jamais été celui d'un gardien de barrière. Il y avait un inspecteur et puis il y avait un gardien de barrière aussi. Disons que le travail de gardien de barrière est disparu. Celui de l'inspecteur est demeuré. Sa fonction, c'est de voir à ce que, dans les limites de sa division, chacun des officiers du ministère d'abord remplisse sa tâche et que les lois et règlements soient observés. C'est sa fonction aussi d'éduquer le public. C'est sa fonction, en fait, de répondre aux demandes du public. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Je vous remercie bien. La promotion de l'achat chez nous. Monsieur Gilles Leroy, je vais vous demander de présenter le chèque de 100 $, à la gagnante. Félicitations, Mme Martel. C'est Mme Paul Martel. Est-ce que vous habitez Normandin? Oui. Anne-Paul Martel. J'ai toujours habité Normandin. Est-ce que c'est la première fois que vous gagnez? La première fois que je gagne un montant comme ça. Ah bon. J'ai appris aussi que vous allez célébrer votre anniversaire de mariage demain. Oui. Alors, c'est votre 19e anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage. Ah, ça vous fait un cadeau. Ça fait un beau cadeau pour On vous souhaite un bel anniversaire, plusieurs années de bonheur. Merci. Puis on est bien content que vous ayez gagné le 100 $. Avez-vous pensé à ce que vous allez faire avec le 100 $? On a pensé d'améliorer notre foyer, notre maison. Acheter de la peinture et améliorer notre maison. Embellir le dehors. Le dehors. Puis embellir le secteur de Normandin. Félicitations, madame. Merci. Alors, le billet avait été tiré parmi les billets de chez M. Gilles Leroy. Je crois que c'est la deuxième fois, M. Leroy. Oui, c'est la deuxième fois. Alors, vous devez en distribuer plusieurs billets. Environ 4500 par semaine. Eh bien. Maintenant, nous allons procéder au tirage du billet gagnant pour cette semaine. Alors, je vais demander au notaire Turcotte de procéder au tirage du billet, s'il vous plaît. Avec plaisir. On remet la boîte sur le feu. On va essayer de lui trouver une ouverture. On en profite pour féliciter Mme Martel. Tout à coup, que ce sera encore un de ses numéros qui sortirait. Est-ce que vous pouvez le lire? Numéro 301 285 301 285. Ça vient du magasin de M. Charles-Henri Dion. Ah! Alors, je ne sais pas si on peut voir le numéro. 301 285. Alors, si vous avez le billet gagnant,
Vous pouvez d'abord le prendre en note. Vous allez le voir aussi dans les vitrines où vous pouvez acheter les billets de l'achat chez nous. Il va être indiqué. Si vous avez le billet gagnant, vous pouvez soit communiquer avec le marchand où vous avez acheté le billet, ou vous pouvez aussi téléphoner à l'école ici à Normandin, demander Mlle Boivin ou Mlle Pinchot. Le numéro de téléphone de l'école est 274-2813. Et vous avez jusqu'à mercredi midi pour communiquer que vous avez le billet gagnant. Alors, depuis le 1er avril, il y a des tirages comme ça, toutes les semaines. Et puis, ça a pas mal toujours été des gens qui participaient à l'organisation de la télévision communautaire qui s'étaient chargés de la promotion de l'achat chez nous. Je me demande si on pourrait peut-être demander à M. Roy, est-ce que les marchands pourraient aider à l'organisation de l'achat chez nous? Sûrement, en fin de compte, les marchands, l'achat chez nous, c'est nous autres. Tous les marchands, on fait partie de l'achat chez nous. On peut sûrement aider. En achetant des billets et en participant plus à l'achat chez nous. Monsieur Turcotte, auriez-vous une suggestion à faire ou est-ce que vous voyez une autre façon qui pourrait aider? De la façon dont ça marche actuellement, là, les billets sont repartis dans tous les magasins. Dans tous les magasins. Tout le secteur. Hein? Secteur qui font partie Ça de la comprend les 5 municipalités. Oui. Girardville, Albanel, Saint-Donnemont, Saint-Amandine, Normandin. C'est ça. Puis tous les marchands en prennent des billets, je crois. En général. Je trouve que c'est une très belle promotion. C'est une publicité qui ne coûte pas tellement cher. Puis, en fin de compte, l'argent reste chez nous. Quand vous faites de la publicité à la radio, à n'importe où, vous payez, mais l'argent ne revient pas chez nous. Mais ils disent, il y en a qui m'ont dit, la télévision communautaire n'en prend la moitié. La télévision communautaire est à Normandin, les gens de la télévision restent à Normandin, ils dépensent de l'argent à Normandin. Ils ne vont pas dépenser de l'argent à Conquête, ces gens-là. Fait que si ça en prend une partie sûrement pour faire vivre la télévision communautaire. Mais moi, je dis que l'argent reste chez nous à Normandin et aux alentours, c'est parfait. Dans tout le secteur. Dans tout le secteur. On pourrait faire une mise au point ici. Dans le moment, la télévision communautaire n'a pas fait des gros profits. Et puis aussi, il faudrait souligner quelque chose. L'argent qui va revenir à la télévision communautaire, c'est pas de l'argent qui sert à payer des jeunes ou des moins jeunes qui font des émissions de télévision. Ils travaillent bénévolement. L'argent qui pourrait rester, si l'achat chez nous continue à bien aller, ça irait pour acheter du nouveau matériel nécessaire à l'équipement. Monsieur le notaire, peut-être que vous pourriez expliquer ça. L'argent, quand on dit quand on achète chez nous, et puis qu'il y a 2 de la taxe de vente qui revient à la municipalité, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça fait profiter la municipalité? Voici ce qui se produit. La taxe de vente est de 8 hein? C'est une taxe de vente provinciale. Cette taxe de vente provinciale-là est répartie, il y a une partie, un 50 exactement les pourcentages, je ne peux pas vous le dire. Non. Je crois qu'il y a 50 qui est réparti sur l'ensemble de la province. Après ça, un autre pourcentage qui est réparti dans la région. Ce qui comprend la région, c'est la région économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis une autre partie, après ça, qui reste dans la localité où les achats sont faits. Tous les achats qui sont faits dans une localité donnée, la municipalité profite indirectement de ces achats-là parce qu'il y a une partie de la taxe de vente qui est remise par le gouvernement provincial à la municipalité, proportionnelle aux achats qui sont faits dans cette municipalité-là. C'est comme ça que l'achat chez nous aide non seulement nos marchands locaux, mais aide aussi toute la municipalité, toute l'agglomération. Merci. Monsieur Roy, est-ce que le fait d'avoir de vendre ces billets-là, est-ce que ça vous a attiré des nouvelles clientèles? Bien, c'est peut-être une coïncidence, mais moi, depuis que je fais partie de la télé communautaire, ça a augmenté beaucoup. Est-ce que ça vous pousse à augmenter vos services, à acheter des nouvelles choses, ou est-ce que vous pensez que vous pouvez mieux servir votre population? Plus on a de clients, chez nous, mieux on s'organise. Puis tous les clients sont plus satisfaits. Si on est mieux organisé, les clients sont plus satisfaits.
Même quand on a parlé pour les vacances, on a engagé un étudiant pour l'été. On manque de personnel. C'est qu'à ce moment-là, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. C'est l'étudiant qui va travailler chez nous, il va gagner un salaire, ça ne sera pas un chômage. Et puis aussi, tantôt, on a parlé, est-ce que vous pouvez nous dire si la publicité que vous payez pour l'achat chez nous, est-ce que c'est plus dispendieux que d'autres publicités comme les circulaires ou à la radio? Beaucoup moins. C'est plus que moitié. C'est plus que la moitié. Puis ça rapporte aux gens. Ça nous fait plaisir de donner des billets. À fin de compte, j'ai une cliente qui vient de gagner, ça c'est la deuxième. Puis toutes les semaines, on attend le téléphone. Quand c'est chez nous, on ne veut pas tout le temps que ça soit chez nous, mais on a une joie terrible de voir que alors, c'est chez vous. qu'un de nos clients ou une personne dans le secteur peut gagner 100 $, c'est une joie pour tout le monde. Alors, pour terminer, on peut rappeler que les clients qui ont acheté la semaine dernière chez Charles-Henri Dion ont des chances d'avoir le billet gagnant. Le numéro, je peux le remontrer encore, ici. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et espérons que le billet va être réclamé. Maintenant, on pourrait aussi donner la liste des marchands qui participent à l'achat chez nous. Alors, à Normandin, Élie Bernard, René Boivin, Beau Cadeau, Beau Choix, Boulangerie Réal, Bijouterie Réal Boulanger, Bouchard Alma, Lucien Bouchard, le Café Marcel, Charles Côté, le Magasin Continental, Chic Copain, Donatien Deschaines, Charles-Henri Dion, Luc Doucet, René Doucet, Thomas Dallaire, le Garage Fina, Raymond Hudon, J.A. Lévesque, J.C. Lévesque, Jonil Lapointe, le Motel Balmoral, Marché Lepage, Mailloux et Frères, Normandin, le Garage BP, Alfred Picard, Herman Piquet, Jules Roy, Garage Rock Savard, Madame Rock Trottier, le Club du Cosmos, Salon Claudie, Paul Guimont, P.H. Lévesque, Magasin de Porte et Châssis, Camille Frigon, l'Hôtel Central, Salon Alban, Salon Mimi, Éloi Doucet, Marcel Doucet, Auguste Boudreau, Rodrigue Roy, Magasin du Coupon Claudette, Gaston Lévesque, Noé Labonté, Antonio Nadeau, Philippe La Liberté, Salon France. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cet après-midi, j'ai ici un groupe d'étudiants dont nous allons discuter, disons, des règlements de l'école, ce qui se passe à l'école. On dit souvent que l'école est une société, que l'école apprend à un étudiant à vivre en société. C'est ce que nous allons faire après-midi. Nous allons parler des règlements qui se passent à l'école et de ce que l'étudiant doit faire, ce qu'est son devoir d'État. Bon, maintenant, je me présente, Claude Mayotte. Sylvie Saint-Pierre. Serge Pellicelli. Régent Guy. Justin Hébert. Bon, à bien remarquer, là, ici, on a une jeune fille là, qui a quitté l'école il y a quelque temps. Depuis combien de temps as-tu quitté? Une semaine. Une semaine. Donc, est-ce que tu as des raisons, disons, pour avoir quitté l'école comme tu l'as fait? Mais c'est parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas fourni tous mes efforts durant l'année, puisque je savais que je ratais mes examens, alors j'ai décidé de tout lâcher. Est-ce qu'il y a quelque chose, disons, qui t'a influencé, disons, pour que justement ton rendement ne soit pas tellement efficace? Est-ce que c'est, je sais pas, disons, est-ce que c'est peut-être mauvaise relation avec tes amis? Ben, c'est peut-être parce que je m'entendais pas bien avec les professeurs. Oui. Justement, disons, là, je m'adresse à tout le monde, des professeurs, les règlements. Bon, vous autres, vous êtes en 9e année, je crois. Vous avez 35, combien de périodes? 35, 30? 35. 35. Bon, et puis vos cours, disons, est-ce que vous avez des loisirs? Des loisirs, oui, non. C'est de combien de périodes, disons, par semaine? Nous autres, la 9e année, on a environ... On a deux périodes d'activité par semaine. Après ça, on a éducation physique. Oui.
Est-ce que vous pensez, disons, qu'il y aurait d'autres activités que vous aimeriez? Présentement, quelle activité que vous avez? On a notre cours de télévision, on a philatélie. Justement, la télévision, est-ce que vous pensez que ça vous apporte quelque chose? Qu'est-ce que vous pensez donc, que ça vous apporte la télévision? Je sais pas, vous rencontrez un groupe d'amis, puis vous voyez, puis justement, vous faites une émission comme on en fait une aujourd'hui, présentement. Qu'est-ce que vous pensez donc, que ça peut vous apporter quelque chose du genre? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne activité parascolaire? Oui. J'aime bien ça venir ici. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte? Bien, on apprend un peu comment c'est fait, comment on dirige ça à la télévision, puis on aime bien ça participer à ça, en parler un peu plus. Ouais. Oui. À part disons, la télévision, quelle autre activité disons, qui existe présentement dans l'école? Quelle autre activité qu'il y a, disons... Le judo. Bon, le judo, il y a beaucoup d'étudiants qui participent au judo. Oui, la plupart des étudiants aiment bien ça, là. Il y en a qui disputent la place. D'abord, pas de droit, je pense, à plus à 20 élèves. Oui. Puis justement, là, disons, une activité comme ça, disons, des cours de judo, la télévision. Est-ce que tu penses, disons, est-ce que vous pensez que les étudiants, disons, prennent ça surtout pour, disons, pas avoir d'école, disons, pas avoir de cours, ou bien s'ils prennent ça dans un but formateur, dans un but de se récréer, quoi, quelque chose du genre? Mais on a des périodes par semaine, fait que toutes les périodes, les activités qu'on a, c'est tout pour se récréer, dans le fond. Fait que... Puis, justement, là, ces périodes-là, est-ce qu'il y a beaucoup, je vous pose la question franchement, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, disons, à cette période-là, disons, qui sautent, disons, qui veulent pas aller au cours, qui prennent ça comme un moyen d'évasion, disons? Parce que, disons, beaucoup, disons, ils prennent ça, disons, cette activité-là, mais ils prennent pas ça à cœur. Non, parce qu'on avait un choix entre plusieurs. Si on voulait aller à la fête, on y allait. Si on voulait pas y aller, on dit à commencement, moi, je n'irais pas à cette activité-là, tâchant d'en prendre un autre. Ça veut dire qu'ils vous laissaient le choix, disons. Oui, on avait le choix entre Vous avez une grande gamme d'activités, disons, préparées. Oui. Beaucoup d'étudiants prennent ça à la légère. À la place, ils sont bien contents parce qu'à la place de dire on va travailler, on va aller s'amuser. Puis, il y en a 5 à peu près qui prennent ça tout à la légère. C'est justement là, disons que, justement là, je crois qu'entre les règlements, regardez, disons, vous avez des cours comme ça, disons, de télévision, ça prend un règlement pour dire que tu as pris telle activité, tu dois la suivre. Bon, disons, est-ce que vous êtes, disons, pour qu'il y ait un règlement à suivre? Est-ce que vous êtes pour le règlement ou contre le règlement? Disons, quand vous dites le règlement, il ne faut pas du règlement à l'école, un règlement qui est en général partout. Vous savez, disons, d'une société, il y a des lois, il y a des applications qu'il faut faire, il faut suivre un chemin, disons. Sans ça, il y a des pénalités. Alors là, je vous demande, disons, que si vous êtes pour un règlement ou contre. Je suis pour les règlements, parce que sans règlement, il n'y aurait pas de discipline, quoi. On ne saurait pas à quoi s'en tenir. Ça, il va y en avoir partout des règlements, partout dans la vie, où qu'on va aller. Justement, à quoi vous pensez que ça sert des règlements? C'est des directions à suivre. Supposons un règlement, il va nous dire, bon, il faut savoir ça, il faut que je suive ça pour arriver à telle place. Oui. Puis justement, est-ce que les règlements, vous les suivez? Est-ce que les étudiants les suivent? Comme, disons, ce serait supposé d'être suivi, disons. Est-ce que vous suivez les règlements? Est-ce que vous faites ce qu'on vous demande de faire? Pleinement? Non. Disons, qu'est-ce qui vous empêche, disons, c'est le manque de volonté, Plutôt parce que du manque de volonté. Oui. Puis, disons, maintenant, disons, dans les pénalités, disons, vous savez, disons, d'une société, disons, si quelqu'un a un accident d'automobile, quelque chose, il est peut-être tenu responsable, ou bien c'est l'autre conducteur qui est tenu responsable. Maintenant, disons, si vous disons, suivez pas un règlement, est-ce que quel genre de pénalité, disons, que vous avez? Disons, comme punition, je sais pas, moi, je sais bon que le bâton est pas mal aboli, mais disons, quelle sorte de pénalité vous avez, disons? Des devoirs supplémentaires. Devoirs supplémentaires. Bon, justement, vos devoirs supplémentaires, quel genre de devoirs supplémentaires c'est? Est-ce que c'est un devoir supplémentaire, disons, seulement de la copie, ou bien un devoir supplémentaire, disons, que
justement, en relation avec un travail que vous n'avez pas fait, et vous font travailler ce travail-là, disons, disons, s'en tenir strictement à vous, disons, vous mettre dans une ligne étroite, disons, vous surveillez plus qu'un autre. Est-ce que c'est des droits, disons, seulement comme, je sais pas, 100 fois... Non. Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart du temps, c'est une composition. Disons que c'est un cours de français, je me suis fait jeter dehors. Là. Oui. Puis là, le directeur il va dire va te chercher, va demander au professeur qui te donne un travail. Puis le professeur va me donner un travail de français, il ne me donnera pas de la copie à faire, comme tu dis, c'est en fait il va me donner 2-3 exercices, supposons. Disons, ça veut dire, disons, c'est quelque chose de constructif. Bon, ça veut dire que de ce côté-là, disons, il n'y a vraiment rien à reprocher. Disons, si on vous donne un travail, une pénalité, c'est souvent à cause que vous l'avez mérité. Puis on fait ça, disons, dans un but de vous former un peu la volonté d'améliorer, disons, votre travail. C'est dans ce sens-là, disons, qu'est appliquée la punition, la pénalité. Maintenant, justement, de ces pénalités-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, disons, qui y en ont? Ça veut dire le règlement, est-ce qu'il est suivi par la masse ou bien seulement par un petit groupe, disons? Est-ce que, justement, dans l'école, la mentalité, est-ce qu'il y a seulement, justement, un petit groupe de, si je peux m'exprimer ainsi, de têtes folles, disons, qui influencent les autres? Quand je parle de têtes folles, c'est à cause que, je sais pas, il y en a, disons, qui aiment toujours mieux faire un petit peu à part des autres, qui aiment toujours mieux... Mais ça, il y en a toujours dans la société, c'est tout de même. Oui. Puis justement, là, un étudiant là, qui se comporte comme ça, on va vous poser la question, est-ce que l'autre étudiant, justement, à côté, qui est, disons, c'est un élève modèle, est-ce que lui, cet étudiant-là, va arriver, va dire à l'autre, disons, fais pas telle chose, tu nous déranges, ça nous nuit, on progresse mal. Est-ce que, disons, les étudiants, je ne sais pas, je ne connais pas personnellement, mais est-ce que les étudiants là, qui sont, disons, les étudiants modèles, est-ce que les autres sont capables de diriger ceux-là, disons, qui sont un petit peu les têtes fortes, ou bien c'est les têtes fortes qui dirigent les étudiants modèles? Ou les têtes folles, parce qu'ils sont plus influencés. Ils ne diront pas arrête ou fais mieux, parce qu'ils vont être influencés plutôt à faire comme nous. Ah, justement, là, disons, la tête folle, les autres, justement, ces gens-là, ces têtes folles-là, vous pensez pas, disons, que si on pourrait les amener à faire du bon travail, tu dis justement qu'ils influencent des gars sur le comportement des élèves modèles qui réussissent à être dérangés. Bon, disons, s'il n'y aurait seulement qu'une petite partie de ces étudiants-là, disons, un peu, ces têtes fortes-là, en fin de compte, est-ce que, justement, quelques-unes de ces têtes fortes-là se mettaient à donner l'exemple aux autres, disons, est-ce que vous pensez que ce serait profitable, disons... Pourquoi vous pensez que c'est profitable? Parce que quand il y en a une qui n'a pas assez de volonté pour dire je travaille, ben, elle va faire comme les autres, elle va jouer. Tandis que si on a toute une classe tranquille, puis il n'y a rien qu'une qui fait simple seule dans son coin, elle va faire simple un bout de temps, mais elle va se rendre compte qu'elle est seule à faire simple, fait qu'elle va suivre les autres, elle va dire les autres écoutent, puis ils travaillent. Puis j'en veux moi aussi, ben, quand il y en a plusieurs, ben, c'est certain qu'il va y en avoir il y en a d'autres qui vont suivre. Mais je sais pas, je crois que ce qui se passe dans les classes aujourd'hui, c'est que, disons, vous avez un cours avec un professeur ou tel autre, bon, vous avez un peu une préparation, disons, avant chaque cours. Vous arrivez, je crois, bon, lui, c'est lui, on va avoir du fun. Je sais pas si c'est comme ça. Pourquoi vous partez, disons, avec cette idée-là? Est-ce que c'est un manque d'autorité parfois qui existe ou bien c'est trop une grande familiarité avec le professeur? Manque d'autorité du professeur. Mais justement, de votre côté, est-ce qu'il ne manque pas une part de quelque chose? Attendez, justement, pourquoi justement ce professeur-là qui est en face de vous, vous partez, vous dites avant de partir, bon, là, on va avoir du fun. Bon. Ce professeur-là, il fait son travail. Justement, vous autres, là, lui aider à faire son travail, pensez-vous pas que ce serait profitable, disons, de faire ce que vous avez à faire, je sais pas, lancer un petit joke de temps en temps, ça, ok, c'est pas pire, mais faire ce que vous avez à faire,
C'est ce qui aiderait beaucoup le professeur à faire son travail. Je ne pensais pas que de ce côté-là, ce serait plus facile pour un homme, disons, d'enseigner. Bien, ça, pour les élèves, il faut beaucoup de volonté aussi, parce que quand on sait qu'on est familiarisé avec le professeur, puis qu'il manque un peu d'autorité, puis qu'il peut avoir la moitié de la classe d'élèves modèles qui écoutent, l'autre moitié va être des têtes fortes. Pour les élèves modèles, c'est un peu dur de garder leur côté, parce que l'autre bord, ça va, je sais pas, ça va crier, puis ça va manquer de... Ça veut dire que, comme on disait tout à l'heure, les têtes fortes emportent sur les têtes modèles. La plupart, oui. C'est à cause justement que les têtes fortes, moi, je sais pas, les têtes fortes, c'est eux autres, c'est à cause qu'ils sont les plus gros physiquement, ils sont capables, disons, je sais pas, si vous faites pas telle chose, vous faites pogner d'un coin, ce qui se passe, il y a toujours bien une raison. Si l'élève modèle a assez de volonté, disons, pour travailler, pour faire son travail comme il faut, pourquoi il n'y aurait pas assez de volonté, disons, pour arrêter justement, je sais pas moi, l'étudiant qui a une tête forte, disons, de le remettre à sa place? Mais si un élève modèle essaye de remettre une tête forte à sa place, ben c'est sûr qu'il va se faire répondre pas très poliment, comme on dit. C'est l'élève modèle qui va se faire écraser. L'élève modèle, justement, là, vous avez une masse d'élèves modèles, vous avez une masse de tête forte. Hein? Bon. C'est pas seulement d'une personne à une autre personne. Justement, dans une classe, disons, il y a deux groupes comme ça. Vous avez affaire à deux groupes. Pourquoi est-ce que la mentalité, disons, justement, d'un groupe embarque pas sur l'autre groupe? Pourquoi, disons, que les élèves modèles sont justement pas capables de faire face aux têtes fortes? Si ça cause que c'est un petit peu un complexe, que vous avez une gêne d'arriver, disons, devant l'élève qui a une tête forte, donc c'est plutôt parce que l'élève modèle, s'il arrive pour mettre un élève, une tête forte à sa place, il va avoir un petit peu peur de se répondre, puis de se faire répondre, puis aussi que les autres disent, elle se met pas de ses affaires. C'est plutôt ça, ils ont peur de passer pour un grand talent, comme on dit. C'est justement là, sur ce point-là, il faudrait que le groupe d'élèves modèles intervienne. Pas seulement un. Bon, disons maintenant ça à l'école. À l'école, disons, on voit ça. Est-ce que les élèves à l'école aiment contester les règlements? Oui. Vous aimez contester les règlements. Bon, quand vous contestez un règlement, est-ce que vous êtes capable d'y apporter quelque chose de positif, disons, à votre règlement, disons, que vous contestez? Je sais pas, mais donc, qu'est-ce que vous pouvez contester, disons, dans l'école ici? Qu'est-ce que vous pouvez contester? Disons, les choses que vous pouvez, que vous contestez, disons, est-ce que vous avez des solutions à ça? La plupart du temps, les élèves contestent contre le comportement des professeurs. Puis, c'est plutôt... ben, c'est peut-être l'élève qui a tort, mais le professeur aussi a peut-être tort. Non, regarde, là, aujourd'hui, il n'est pas question de savoir qui a tort, qui a raison. Bon. Mais on peut en souligner un point ici. Que, justement, la mentalité, comme elle est présentement, c'est très dur pour un professeur d'enseigner. Bon, ça veut dire que si, justement, les élèves feraient plus attention, il y aurait moins, disons, de reproches à faire aux professeurs. Parce que, disons, je ne sais pas, mais comme vous parlez, disons, vous avez toujours un petit peu du moi. Moi, je fais ci, je fais pas ça. Ah non, moi, je fais jamais ça. C'est pas à cause que vous vous rendez coupable de quelque chose, mais pour pouvoir reprocher à quelqu'un de faire ci, de faire ça, disons, il faut commencer par faire, disons, comme il faut. Bon, justement, c'est ça que vous faites, disons, médiocre. Bon, disons, si ça irait bien dans les écoles, ce serait facile pour un professeur d'enseigner. Ça irait bien, ce serait facile pour moi. Si les élèves suivraient tous les règlements, puis les méthodes des professeurs, quand un professeur dit telle chose, de le faire, il me semble que ça irait mieux dans une classe, tout le monde s'entendrait.
Puis à l'école, disons, pour votre développement, là, disons, là, je sais pas, moi, si vous avez des professeurs, disons, si vous avez, disons, si toi, donc, si tu vas pécan, disons, si toi, disons, t'as un problème, disons, avec un professeur, là, est-ce que tu es capable d'aller y parler à ton professeur? Est-ce qu'il y a une barrière, disons, qui existe? On peut y parler librement, mais des fois, il y a la reine. Faut ça. Il y a toujours une certaine... il y a toujours une crainte devant le professeur. Justement, je ne sais pas, mais vous autres, là, comment vous voyez ça? C'est un professeur. C'est que ça fait, ça. Le professeur, c'est là pour nous diriger, il nous dit quoi faire. C'est... Vous pensez qu'il n'y a pas rien que ça, pour vous diriger, puis toi, t'apprends ça, puis tu travailles ou tu travailles pas, t'as tel résultat. Vous pensez, là, Ça nous apporte aussi l'éducation. Bon, justement, l'éducation. Bon, l'éducation, le professeur, comme on disait tout à l'heure, il faut lui aider, disons, à la fin de notre éducation. Notre éducation, disons, ça se fait, c'est notre volonté qui entre en ligne de compte. Est-ce que, je sais pas, moi, toi, là, je sais pas, moi, si tu as des problèmes avec les professeurs, est-ce que selon tes expériences, là, tu as déjà eu, disons, de la difficulté, disons, à rencontrer un professeur? Ça dépend de quel professeur. Ça dépend du professeur. Puis, regardez, justement, la mentalité est que, je sais pas, moi, je crois, c'est une question que je pose là encore une fois. Disons, un professeur, moi, je suis étudiant. Lui, il est professeur. Est-ce que, disons, vous êtes pour aller le voir? Vous dites, lui, c'est un professeur. 2500 jeunes de 15 à 24 ans, sur une possibilité de 11 000, ont quitté la région. Et c'était en 1961. Où en sommes-nous en 1971 avec les difficultés que nous connaissons? Monsieur Gilles Quentin, à ma droite, gérant de la Caisse populaire normandais. Monsieur Gilles Turcotte, étudiant. Mademoiselle Francine Lévesque, étudiante. Monsieur Louis Bouchard, maire du village normandais, préfet du comté Roberval, ainsi que Monsieur Régent Boivin, professeur à l'école secondaire. Maintenant, avant de commencer nos questions, je demanderai aux gens qui veulent poser des questions à nos invités de bien vouloir communiquer avec nous au numéro 274-2813. Nous nous ferons plaisir de répondre à leurs questions. Maintenant, ma première question s'adresserait à Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard, est-ce que vous pourriez nous préciser qui sont les jeunes qui quittent la région? Les jeunes qui quittent la région, ils sont différents de ça. Et je pense ce sont surtout les jeunes qui ont le moins de préparation au niveau scolaire, au niveau des diplômes. Mais cependant, je pense que même ceux qui sortent de nos universités, qui sortent de nos cégeps, quittent un grand nombre de la région. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Disons d'abord que le facteur économique est une cause, mais je pense que le système d'éducation ne prédispose pas les jeunes au travail qui serait disponible dans la région. Parce que si on prend pour acquis que notre région est surtout, dépend surtout de l'industrie forestière, de l'agriculture, de la technique, ben, je pense si on regarde le pourcentage de jeunes qui se dirigent vers la technique, la technologie, vers l'agriculture, vers le génie forestier, sont très peu nombreux. Alors, on se dirige surtout vers des professions libérales, telles par exemple que le droit, disons également que surtout vers l'éducation. Alors, l'éducation est un domaine qui devient saturé et je pense qu'il faudrait de toute nécessité qu'il y ait des orientateurs, plus qu'il n'y en a à l'heure actuelle, dans les cégeps et les universités, pour diriger nos jeunes vers les demandes d'emploi qui sont disponibles.
Alors, selon vous, ce manque de préparation serait dû à la non-constructivité du système actuel? Il y a certainement un manque de préparation, mais il y a plus que cela, parce qu'il est évident, par les statistiques que vous venez de donner, à l'heure actuelle, que la région n'a pas les emplois disponibles pour fournir le travail aux jeunes. Il y a d'autres choses aussi qui sont très importantes. Je pense qu'au cours de discussion, on pourra revenir là-dessus, mais je crois qu'il y aura toujours un potentiel qu'il faudra que les jeunes se tiennent disponibles pour pouvoir être capables d'aller sur le marché du travail à n'importe quel temps et n'importe où. Alors, je vous remercie. Richard? Merci, M. Bouchard. M. Boivin, j'aurais la même question un peu à laquelle M. Bouchard a répondu substantiellement à vous poser. Quels sont les principaux facteurs qui poussent les jeunes à s'exiler à l'extérieur? Les facteurs qui poussent nos jeunes à quitter le milieu sont évidemment très, très diversifiés. M. Bouchard en a touché quelques-uns. Vous m'excuserez si je les répète et si j'élabore peut-être un peu là-dessus. Dans le milieu, dans le secteur normandin, j'en retiens un qui est primordial. Et c'est la mécanisation des fermes et un certain regroupement en agriculture qui limite, si vous voulez, le nombre d'emplois dans nos campagnes et a provoqué un départ tout de même assez massif de gens vers les villes. Si on se reporte il y a quelques années, 40 ans ou 30 ans en arrière, très souvent, un cultivateur, quand il avait développé sa ferme de façon assez considérable, était obligé d'embaucher de la main-d'œuvre pour une bonne partie de la belle saison. Et ces gens qu'il employait, lorsque l'hiver commençait, allaient continuer à gagner en forêt. Alors, ça faisait, si vous voulez, deux travaux saisonniers qui contribuaient à garder la jeunesse ou les jeunes chez nous. On sait qu'aujourd'hui, le nombre des cultivateurs diminue sans cesse, mais que la surface cultivée ne cesse de croître. On sait dire qu'un cultivateur aujourd'hui utilise peut-être 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus de terrain que le cultivateur d'autrefois, mais la mécanisation des fermes limite considérablement le nombre des employés. Et pour le secteur ici normandin, un milieu où l'activité économique, c'était d'abord et avant tout l'agriculture, ça l'est encore d'ailleurs, vous comprenez avec moi que ça a des répercussions considérables sur le départ de nos jeunes. D'autres conséquences indirectes, d'autres facteurs indirects, il y a la localisation des industries. On sait qu'une industrie va s'établir de préférence à proximité des grandes agglomérations, là où c'est facile de recruter sa main-d'œuvre, là où c'est facile également d'écouler ses produits puisque le marché est tout près, là aussi où les moyens de communication et les moyens de circulation sont également faciles. Alors, étant donné que notre région est en marge des régions fortement peuplées de notre province, on est en marge de la plaine du Saint-Laurent, on est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Déjà, on est isolé par un 100 000 de bois, le parc national des Laurentides. Les industries ne sont pas tellement attirées à venir chez nous. Et les industries n'étant pas chez nous, mais ça provoque un autre facteur, c'est celui du manque d'emplois à offrir. Alors, nous n'avons pas, comme en ville, une gamme d'emplois variée. M. Bouchard a touché ce problème tout à l'heure. Nos jeunes ici ont tendance à s'orienter vers des voies uniques, les professions libérales, entre autres, ou ce qui relève du domaine de l'esprit plutôt que des techniques véritables et techniques applicables à notre milieu agricole. Or, comme on choisit des carrières où ce n'est pas possible de gagner sa vie à Normandin quand on termine ses études, eh bien, veut pas, on est obligé de quitter pour l'étranger. Et il ne serait pas surprenant de constater qu'à l'heure actuelle, dans la ville de Québec, par exemple, il y a plus de gens natifs de Normandin qu'il y en a au total dans Normandin même. Or, il y a des causes et des facteurs connexes également, comme le manque d'emploi chez nous, puisque globalement, notre milieu se limite à 2 seules sources de revenus, c'est la forêt et l'agriculture, comme M. Bouchard l'a explicité il y a quelques instants. Mais, M. Bobo, je vous arrête.
ce côté de l'agriculture, disons, excusez-moi, ce côté forêt, n'a-t-il pas été exploité en ce sens que les moulins de papier, pas des papiers qui sont installés ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là? Disons, est-ce que la main-d'œuvre a diminué? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça a été florissant, quoi? Pour le secteur de Normandin même, je vais tenter une réponse et je passerai la parole à ceux qui voudront élaborer également sur le sujet. Disons que côté pâte et papier, c'est pas Normandin lui-même, c'est pas le secteur normandin même qui va tirer pleinement profit de cette exploitation. Pardon. C'est surtout les lieux où l'usine de pâte et papier est établie. Tel Dolbeau, par exemple, tel Riverbend ou Ilmaning, à proximité d'Alma, qui est devenu un quartier d'Alma maintenant, tel Port-Alfred, Jonquière, Kenogami. Nous, ici, c'est indirectement qu'on va gagner la vie, on va gagner sa vie avec la forêt. C'est en allant travailler en forêt. Maintenant, aujourd'hui, avec la mécanisation encore en forêt, ça limite considérablement le nombre d'emplois. Et on arrive avec un paquet de gens qui se destinaient peut-être un jour à gagner leur vie en forêt, mais qui aujourd'hui sont devant rien. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. M. Boivin, c'est-à-dire, excusez-moi, je pense que vous avez très bien répondu. Maintenant, je m'adresserai à M. Quentin. Dans le secteur normandin, l'aspect économique a sûrement un rapport très grand avec le sujet qui nous occupe présentement, c'est-à-dire le départ des étudiants tel quel. Maintenant, quel est ce rapport? Ben, à mon avis, au départ, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un manque à gagner, c'est-à-dire que ces individus-là, les enfants, que nos parents, ou que les parents, ont peiné, d'abord pour mettre au monde, éduquer, instruire, s'en vont à l'extérieur, et puis pour des raisons qui ont déjà été mentionnées. Le jeune poursuivant ses études dans la ville, je pense, s'adapte encore assez facilement aux habitudes de vie de la ville, au mode de vie. Je pense que ce qui lui plaît énormément aussi, c'est l'aspect loisir. Il y a énormément d'avantages aussi pour parfaire sa formation. Alors ces gens-là ne reviennent pas dans notre milieu. Alors économiquement parlant, je pense que ça a un impact direct dans notre milieu. Tout ça, ben, on l'a mentionné, on vient de le mentionner, étant donné que nos industries primaires sont la forêt et l'agriculture, ça nécessite, avec la mécanisation aujourd'hui, beaucoup moins de main-d'œuvre qu'autrefois. Il y a toute une question d'efficacité aujourd'hui sur laquelle chaque entreprise compte et capitalise énormément. Même les entrepreneurs forestiers déplorent le fait qu'ils ont énormément de difficultés à avoir de la main-d'œuvre en forêt. C'est quand même assez curieux. C'est peut-être paradoxal ce que le régent vient de dire. On a énormément de difficultés aujourd'hui à regrouper un certain nombre de gens pour opérer un chantier de façon efficace. Alors, donc je pense que pour des raisons comme ça, là, ça a un impact économique propre dans des milieux comme le nôtre. Je pense qu'il y a une chose que M. Quentin qui m'a frappé lorsque vous avez dit, par exemple, les jeunes reçoivent vers l'éducation en ville. Ça, c'est un des faits les plus marquants. Moi, je connais un nombre de mes amis qui ont mouvé soit à Alma, ils ont du travail dans la région, que leur travail soit à Saint-Bruno, à Robert-Val, même dans d'autres centres, puis qui demeurent à Chicoutimi ou à Alma. On leur pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes mauvais à Chicoutimi? Pour se rapprocher des maisons, des maisons de Haut-Savoie, comme l'université et les cégeps. Alors, je pense qu'une des raisons principales, parce qu'il reste que l'exode des jeunes est surtout dans le haut du lac Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Si vous prenez, par exemple, les arrivés, le nombre, le degré d'éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez constater que le degré d'éducation des jeunes qui sont alentour des universités, alentour des cégeps, est 25 à 30% supérieur
au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je dis bien. Pourquoi? Parce que les maisons d'éducation ne sont pas accessibles parce que trop éloignées. Nos gens sont obligés de s'expatrier pour aller recevoir leur éducation. Alors, ils arrivent quoi? Ils reçoivent leur éducation en dehors du Lac-Saint-Jean. Puis, évidemment, ces jeunes-là, c'est assez rare qu'ils reviennent au Lac-Saint-Jean. Et ça, c'est une perte parce que ça nous coûte énormément cher. Moi, je trouve que c'est un drame terrible de dépenser autant d'argent, des milliards pour l'éducation, puis qu'en fin de compte, prenez par exemple comme cet été, Normandin, on veut pas faire un gros programme dans la perspective jeunesse, de 90 à 95 000 piastres, pour justement donner du travail aux jeunes durant les vacances. Alors, on n'a rien eu. On a aimé mieux donner ça à Chicoutimi, à Québec, à Montréal. Puis nos gens ici, les autres, sont obligés de traîner les pieds dans un café, dans un grill. Alors, qu'est-ce que ça a coûté d'argent pour les faire instruire? On les perd dans 2 mois parce que le jeune se décourage et ça, c'est mortel. Je pense, M. Bouchard, que vous touchez là un point très important de côté éducation dans la région ici. Je pense que M. Boivin pourrait expliciter davantage justement ce point-là. Ah oui. Étant donné qu'il se trouve dans l'éducation lui-même. C'était remarquable il y a quelques années en particulier où il se donnait absolument rien comme option professionnelle ici dans notre secteur. Un type voulait devenir technicien dans n'importe quelle discipline, ça c'était automatique, il fallait qu'il parte vers Chicoutimi, Rimouski ou ailleurs, Montréal, Québec, Jonquière et ainsi de suite. Avec la polyvalence dans le secondaire, disons qu'on a commencé une réaction. Quoique les options qu'on offre dans le secondaire ne sont peut-être pas toujours propres au milieu, propres à contribuer à ce que le jeune gagne sa vie dans son propre milieu dès la fin de ses études. Ça, c'est autrefois. Et aujourd'hui, avec la polyvalence, on a déjà marqué un point. Avec l'inauguration ou l'ouverture d'un campus d'enseignement collégial à Saint-Félicien, dans le cadre du regroupement de l'enseignement collégial, eh bien là, on ne pourra plus dire que nos jeunes vont s'expatrier pour faire les premières années du cours collégial. Alors, ils pourront prendre la première année de n'importe quelle option à cet endroit, et ils pourront prendre la deuxième, la troisième et la quatrième, si jamais il y en a une, dans l'option qui sera définitivement installée à Saint-Félicien ou dans les options définitivement installées à cet endroit. Puisque Chicoutimi-Auralessienne, Jonquière-Lessienne, je dis bien, Alma et enfin Saint-Félicien, c'est 4 campus égaux, si vous voulez, avec une seule administration, puis chacun des options terminales. Or, restera à provoquer, si vous voulez, dans le campus Saint-Félicien, provoquer un enseignement collégial d'options peut-être plus typiques à notre secteur Louis-Aymon, commission scolaire régionale du même nom. Alors là, on déborde sur l'aujourd'hui et sur le demain en même temps. On a une université ouverte dans la région, l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a 5 ou 6 options à l'heure actuelle d'offerte. Maintenant, ce n'est pas beaucoup, mais nos jeunes peuvent aller parfaire leurs études ailleurs. Et M. Bouchard, M. Quentin ont dit tout à l'heure que les jeunes ne reviennent pas chez nous. C'est justement parce qu'on manque d'emploi ici. C'est pas toujours les options qu'on offre, ce ne sont pas toujours les options propres au milieu, comme je le disais il y a un instant. J'ajouterais peut-être quelque chose aussi à ce que Jean vient de dire. Moi, je ne voudrais pas pécher par trop avoir passer pour un gars qui est trop optimiste non plus. Mais je pense qu'avec la décentralisation des universités que le Québec a faite ces dernières années, on a peut-être des chances d'améliorer un petit peu notre sort. Les compagnies qui sont intéressées à venir faire de l'investissement ou qui font de l'investissement au Québec, je pense que c'est un aspect dont ils tiennent compte aussi, ça, de se rapprocher des centres universitaires. Parce qu'il y a quand même, des compétences. Aujourd'hui, on tente, je pense, de plus en plus à vouloir faire rentrer, c'est-à-dire parce qu'il y a un rapprochement entre l'université et l'industrie. Et peut-être que ça sera peut-être bénéfique pour notre région, ça, l'Université du Québec à Chicoutimi.
Justement, peut-être pour prendre un fait beaucoup plus réel, justement, on a avec nous 2 étudiants qui ont eu à faire face à ces problèmes ou qui feront face à ces problèmes en septembre. Quitter la région, qu'est-ce qui vous a forcé en fin de compte à quitter la région, toi, Francine, premièrement? Bien, moi, ça fait 2 ans déjà que j'ai été obligée de quitter la région. C'est-à-dire que j'étais à Chicoutimi. Et puis, je dois dire que la première, c'est qu'on ne donnait pas un cours collégial ici. Alors, bien, j'étais obligée d'aller à Chicoutimi pour prendre ces 2 années de collégial. Excusez-moi, je vais vous interrompre un instant, j'ai un téléphone ici. Oui. Merci beaucoup. J'ai un petit problème en ce moment, ce sera pas long, peut-être. Il y a un petit problème, la personne qui a appelé s'est fait couper la ligne, on lui demanderait de rappeler. On va essayer de faire un petit peu mieux. Alors, excusez-moi, vous pouvez continuer votre entrevue. Alors, je crois que c'est le facteur dominant qui fait qu'on est obligé de quitter la région ici. Quand même qu'on voudrait rester ici, il n'y a aucun moyen, aucune possibilité. On est pris pour aller à l'extérieur. Peut-être qu'avec le nouveau, ce qui va s'ouvrir à Saint-Félicien, bien, sans doute, ça va favoriser les étudiants à demeurer près de chez eux. Le programme Les Autres des Jeunes? Oui. Bon, j'ai appris tout à l'heure, là. Oui. Puis, est-ce que vous donnez la réponse tout de suite ou bien si... Regardez, là, on va transmettre votre question immédiatement. Pouvez-vous fermer la lettre, s'il vous plaît? Oui. Vas-y. Oui. Bon, je vais dire ma question. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que la création... M. Boivin, hein? M. Boivin, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez parler. Bon, est-ce que la création d'un système d'éducation adéquat, je pense à la polyvalence et au cégep, sera suffisant pour créer une barrière à les autres des jeunes? Ou si le problème sera détourné pour quelques années seulement? Répondre à la question, évidemment, c'est faire une transposition sur l'avenir. Le système de polyvalence qui est en vigueur aux États-Unis déjà depuis quelques années et en vigueur ici dans notre province depuis 3 ou 4 ans, commence à faire ses preuves. Et évidemment que les premières années, on a peut-être procédé par tâtonnement. Et pour répondre à votre question, à savoir si c'est un moyen terme, si c'est juste pour freiner temporairement, puis quitte à abandonner plus tard, ou si c'est juste une couverture pour abrier un exode peut-être plus massif dans quelques années, je ne crois pas. On oriente de plus en plus... On oriente de plus en plus... On oriente de plus en plus l'éducation, si vous voulez, vers les demandes du milieu, puis on ne peut pas manquer son but dans ce domaine-là. Et pour peut-être encore aller plus loin, disons que notre région, puis je crois qu'on n'est pas les seuls, si on fait un voyage rapide à travers la province de Québec, c'est la même situation qui prévaut un peu partout. On attend très souvent le secours des autres. Alors on réclame par exemple des gouvernements, qu'on vienne installer des entreprises ici et là. On demande au gouvernement de trouver des capitaux ici et là. On demande à des étrangers de venir ici exploiter nos richesses naturelles. Et je pense qu'on n'a jamais pris ses propres responsabilités chez nous. Et pourtant, on entend dire les gens qui sont pauvres, on entend dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tout de même, il en circule de l'argent. Il n'y en a pas, évidemment, à tout casser, mais il y en a un peu. Et il y aurait une question d'économie à la base de tout. Je pense qu'on est plutôt portés, nous autres, à dépenser notre argent avant de l'avoir gagné, puis peu en mettre de côté. Et on n'a pas été attiré vers le placement collectif ou vers la participation en action dans les usines, dans les entreprises, dans les compagnies, les industries, n'importe quoi. On attend que d'autres viennent établir des industries chez nous, alors que des compagnies étrangères viennent le faire, sous prétexte qu'on n'a pas l'argent. D'accord, moi personnellement, M. Bouchard personnellement, M. Quentin et les autres ne n'ont pas l'argent personnellement pour ça. Mais
Comme le dit un certain personnage à la télévision, M. Deschamps, il dit, mais à la gang, hein, si on savait peut-être s'unir davantage, puis se tenir davantage, il y aurait possibilité d'en trouver des capitaux, justement, par des petits investissements. Et ces capitaux minimes deviendraient vite assez gros. Et peut-être que notre usine, si on la réclame au gouvernement, dans 25 ans, on ne l'aura peut-être pas encore. Mais si on commençait aujourd'hui à mettre peut-être juste 25 cents par semaine par enfant qu'on a dans la maison, peut-être que dans 25 ans, il y aurait leur usine, les autres qui seraient capables d'y travailler, il n'y aurait pas besoin de s'exiler. Je pense, M. Boivin, si vous me permettez, que l'erreur monumentale, c'est que Gérard Fillon disait un jour que les Québécois étaient des gens entretenus. C'est-à-dire qu'on a été développé par les capitaux étrangers. Et on se base encore là-dessus pour venir faire le développement de la province de Québec et notre région en particulier. Et on pense surtout que c'est la grosse industrie, l'industrie lourde, qui va créer le plus d'emplois puis qui va justement compléter au chômage. Moi, c'est pas mon avis. Moi, je pense que dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre salut est dans l'industrie secondaire. Si vous remarquez, par exemple, prenez l'axe, la demi-lune qui existe à Normandin, Saint-Amadou-Diem, Girardville, Albanel, Saint-Edmond, et vous remarquerez qu'on a plusieurs petites industries secondaires qui est distribuée ici et là sur le territoire. Et c'est un tout petit peu, un petit effort pour avoir le plein emploi. Alors, je pense que l'agriculture va devenir rentable, que à ce moment-là, je pense qu'on aura fait un grand pas vers un facteur déterminant pour stabiliser notre industrie et notre économie. C'est un effort qui serait très valable dans ce sens-là. Bon, merci beaucoup, monsieur. Oui. J'espère que cette réponse vous donne une entière satisfaction. Nous vous remercions d'avoir pu participer activement. C'est ça, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Pour en revenir où nous en étions rendus, Gilles, pourquoi toi, t'en vas-tu de la région ici en septembre? Je crois que tu quittes la région pour aller à Québec. C'est tout simplement pour fin d'études. Parce que le cours, présentement, c'est assez... la base pour les cours, Saint-Félicien, c'était pas tellement décidé, puis mes demandes ont été faites. Mais ça ne m'intéresserait pas tellement non plus de rester dans la région, simplement parce que la plupart des jeunes sont partis. Puis passer une année ici, nous autres, c'est moche en maudit. Puis on se tord les tripes, on ne sait pas quoi faire. Tout ce qui reste, c'est bon gré, on peut prendre